L'année est 1362. Au milieu des vastes steppes ouvertes de ce qui constitue aujourd'hui l'Ukraine, deux formations militaires se tiennent prêtes à l'affrontement. Les effectifs sont sensiblement équivalents de part et d'autre, et chaque camp dispose d'armements similaires. Ils possèdent tous deux d'arcs composites redoutables, d'archers d'une rapidité fulgurante et d'un savoir-faire martial accumulé au fil des siècles. En théorie, l'issue du combat aurait dû être incertaine, voire aboutir à une impasse. Pourtant, lors de l'engagement connu sous le nom de bataille des Eaux Bleues, l'une des armées a exécuté une manœuvre totalement inattendue. Ce belligérant est parvenu à transformer des outils en un instrument de domination absolue, ne laissant aucune chance à son adversaire. Comment cela a-t-il été possible? Quel facteur a procuré un tel avantage décisif, alors que les deux camps utilisaient les mêmes armes, appliquaient des tactiques comparables et étaient convaincus de leur propre invincibilité? Bienvenue sur l'Imperium, la chaîne où nous analysons les dessous des champs de bataille pour révéler les systèmes, les décisions critiques et les instants qui ont bouleversé le destin des empires. Nous vous proposons des récits épiques centrés sur la stratégie, la bravoure et l'innovation technique. Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre notre communauté grandissante de passionnés d'histoire. Examinons à présent le secret qui a permis l'anéantissement de l'armée mongolo-tatare lors de la bataille méconnue des Eaux Bleues. Nous sommes en avril 1362 et l'ordre teutonique est en pleine phase d'ascension militaire. Kaunas, une place forte essentielle pour la défense de la Lituanie, vient de céder sous les coups des engins de siège et de l'infanterie lourde des chevaliers. Algirdas, qui a succédé à Gediminas en tant que grand-duc de Lituanie, ainsi que son frère Kęstutis, sont arrivés trop tardivement sur les lieux. Depuis les collines environnantes, ils assistent impuissants à l'effondrement de la forteresse. Ils avaient sans doute espéré un miracle de dernière minute ou la possibilité d'une contre-attaque héroïque pour renverser la situation. Au lieu de cela, ils se retrouvent spectateurs d'un désastre complet. Des panaches de fumée s'élèvent au-dessus des remparts. Les bannières sont déchirées et les bruits du pillage résonnent à travers la campagne environnante. Cet événement constitue un rappel brutal. Les frontières occidentales de la Lituanie sont soumises à une menace permanente et une stratégie purement défensive ne suffira pas à garantir la survie de l'État. Cependant, la guerre ne se limite pas à la protection du territoire. Elle implique également la gestion des ressources, la main-d'œuvre et l'acquisition d'avantages stratégiques. La Lituanie se devait de s'étendre et les terres situées à l'est, constituées par les principautés unies de la Russe, représentaient une cible tentante. Cette opportunité était d'autant plus séduisante que les Mongols, qui exerçaient une domination nominale sur ces régions, traversaient une crise interne d'une ampleur sans précédent, suite au décès du Khan Berdbeg en 1359. La Horde d'Or a sombré dans une spirale de chaos qui a duré 20 ans, une période que l'on qualifie de grande tourmente. Il ne s'agissait pas d'une simple instabilité, mais d'une fragmentation totale. L'empire unifié de la Horde d'Or avait cessé d'exister pour laisser place à une multitude de centres de pouvoir rivaux. Kelly tentait de maintenir son emprise sur Saray. Bulat Temür exerçait son autorité autour de la Bulgarie de la Volga, tandis qu'Abdullah affirmait sa domination sur la Crimée. Chaque seigneur tirait la couverture à soi, et personne ne prêtait attention à la progression discrète de la Lituanie venant du nord. Algirdas, percevant cette occasion unique, était prêt à agir. Profitant de la distraction des Mongols, il lança une offensive vers les principautés du sud de la Russe. Ces territoires relevaient officiellement de l'Ulus de Crimée sous le contrôle de Mamaï, l'un des chefs de guerre mongols les plus puissants de l'époque. Toutefois, Mamaï était accaparé par ses luttes pour le contrôle de Saray, la capitale de la Horde d'Or, et il lui était impossible de détacher la moindre armée pour contrer l'avancée progressive des Lituaniens. La progression d'Algirdas fut rapide et ne rencontra qu'une résistance minime. Les villes de Chernihiv, Briansk, Novorod-Siversky, Starodoub et Pereyaslav passèrent toutes sous son contrôle. Il ne s'agissait pas d'une conquête sanglante, mais plutôt d'une prise de contrôle administratif véloce, soutenue par une menace implicite d'usage de la force contre quiconque s'opposerait au nouveau régime. On peut imaginer cette campagne comme celle d'un conquérant amassant des territoires aussi aisément qu'on collectionne des souvenirs lors d'un voyage.
Une fois son emprise sur les terres du Sud consolidée, Algirdas tourna son attention vers Kiev. Cette ville n'était pas une simple cité parmi d'autres. Elle représentait le cœur symbolique de la Russe. Même en période de déclin, Kiev conservait un prestige et un poids politique considérables. En prendre le contrôle revenait à revendiquer une légitimité de pouvoir et à envoyer un message clair à tous les acteurs régionaux. La Lituanie n'était plus une entité secondaire. Cependant, cette manœuvre comportait un risque majeur. Elle constituait un défi direct à l'honneur de la Horde d'Or. Provoquer ainsi la puissance mongole s'apparentait à un pari dangereux. Car si Mamaï décidait de riposter, Algirdas se retrouverait engagé dans un conflit majeur. Malgré les risques, Algirdas décida d'aller de l'avant. Il confia la gouvernance des territoires nouvellement acquis à des membres de sa famille, en qui il avait toute confiance, notamment son frère Koriat et ses neveux. Cette démarche visait à s'assurer que l'administration de ces terres restait fermement entre des mains lituaniennes. Les collecteurs d'impôts tatars furent congédiés avec fermeté, bien que poliment, et des chantiers de construction furent immédiatement lancés. Des forteresses, des châteaux et des villes commencèrent à émerger à travers la Podolie, incluant le château de Smotrich au bord de la rivière et la forteresse de Bakota, érigée sur une colline autrefois habitée par des moines. La vie quotidienne elle-même commença à se transformer. Une légende raconte que lors d'une expédition de chasse, les frères Koriatovitch parvinrent à piéger un troupeau entier de cerfs sur une île, réalisant alors que cet emplacement constituerait le site idéal pour une ville. C'est ainsi que fut fondé Kamianets-Podilski, laissant une empreinte durable de l'expansion lituanienne. Algirdas menait cependant une politique intelligente. Au lieu d'imposer des conversions religieuses forcées ou d'éradiquer les coutumes locales, il choisit d'embrasser le christianisme orthodoxe, les traditions byzantines et les structures de gouvernance locale. Les populations conservèrent leur foi, leur alphabet et leurs dirigeants, le tout sous la supervision lituanienne. Cette approche fondée sur le soft power valut à la Lituanie une réputation de souverain bienveillant, à tel point que les historiens contemporains désignent parfois le Grand-Duché sous le nom de empire de velours, non pas en raison du commerce de textiles, mais parce que leur domination s'exerçait avec douceur plutôt qu'avec brutalité. Pendant ce temps, Mamaï, après avoir sécurisé sa position en Crimée, revint victorieux pour découvrir que la Lituanie s'était confortablement installée dans le sud de la Russe. La situation était comparable à celle d'un propriétaire rentrant de vacances pour trouver que quelqu'un avait redécoré sa maison et changé les serrures. Furieux mais pragmatique, il fut contraint de négocier. Algirdas proposa un accord. La Lituanie conserverait les nouveaux territoires, mais le tribut continuerait d'être versé à la Horde d'Or. Mamaï accepta. Son empire était encore trop fracturé pour qu'il puisse ouvrir un nouveau front, et avoir la Lituanie comme quasi-allié pouvait même lui être utile contre d'autres principautés rebelles comme Moscou. Au terme de ces événements, la Lituanie s'était métamorphosée. Elle n'était plus simplement un duché septentrional sous la pression des chevaliers teutoniques, mais était devenue un poids lourd régional. Les routes commerciales traversaient la Podolie jusqu'à la mer Noire. Kiev, le joyau médiéval de la Russe, était fermement sous contrôle lituanien. Et la voie vers le sud et l'est était ouverte pour de futures expansions. Moscou, observant le déroulement des opérations, comprit qu'il avait un rival sérieux. Algirdas ne perdit pas de temps pour y affirmer son autorité, lançant des campagnes entre 1368 et 1372 qui atteignirent même les murs du Kremlin. Cette expansion rapide, couplée à une diplomatie astucieuse et à une intégration soigneuse des nouveaux territoires, enclencha une évolution culturelle et politique de long terme. L'Ukraine sous domination lituanienne commença à se tourner vers l'Europe d'une manière qui finirait par distinguer sa trajectoire de celle de Moscou. Kiev et les régions environnantes ne furent ni colonisées ni oppressées. Elles prospérèrent au sein d'un État multiethnique diversifié. Pour les Ukrainiens qui se penchent sur leur passé des siècles plus tard, le Grand-Duché de Lituanie a gagné le respect, non seulement pour avoir chassé les Mongols, mais aussi pour avoir ouvert des portes au lieu de les fermer. Ainsi, Algirdas avait défié la puissance dominante, s'était emparé du butin et avait accompli tout cela d'une manière
qui redessina la carte de l'Europe de l'Est. Lorsque l'automne de l'année 1362 arriva, Algirdas se mit en mouvement. Il ne s'agissait pas d'une errance à travers les forêts ou d'une promenade le long de routes poussiéreuses. Il marchait avec un objectif précis, se dirigeant vers l'ouest à travers le fleuve Dnipr. Sa cible était le bastion le plus important de la région, un lieu qui portait différents noms selon les interlocuteurs. Les Turcs l'appelaient Jabgou, ce qui se traduit approximativement par dirigeant ou chef, tandis que la Russie le connaissait sous le nom de Sinivodi, ou Eau bleue. En lituanien, le terme était Melinu Juvandeniu. Bien que la prononciation soit complexe, le nom est resté dans l'histoire car, comme nous le verrons, la bataille qui s'y déroula allait modifier l'équilibre des forces dans la région. À cette époque, les rivières aux reflets légèrement bleutés étaient courantes et, elles, on ne se préoccupait guère de leur donner des noms aussi exclusifs que des étiquettes de grands crus. Cependant, les historiens s'accordent généralement pour dire que le combat eut lieu près de la rivière Siuka, un affluent du Bou méridional. Ce petit cours d'eau finit par rejoindre la mer Noire, se nichant entre les fleuves Prout et Dnister. La difficulté réside dans le fait que les Lituaniens N n'étaient pas des historiens au sens européen du terme. Contrairement aux Français ou aux Anglais, qui documentaient chaque caprice royal, chaque festin et chaque code vestimentaire, les Lituaniens privilégiaient l'action au mot. Leurs épées et leurs lances se chargèrent de raconter l'histoire. Malheureusement, les armes ne laissent pas de journaux intimes. Par conséquent, reconstruire la bataille S apparente à aucun assemblage des un puzzle dont la moitié des pièces est manquante. Seul Maciej Strijkowski, un chroniqueur du XVIe siècle, a tenté, avec tout le mérite qui lui revient, de combler ces lacunes. Il faut garder à l'esprit qu'il écrivait près de 2 siècles après les faits, ce qui équivaut à se fier au récit de feu de camp de votre arrière-arrière-grand-oncle pour rédiger un rapport précis. Néanmoins, Strijkowski nous offre la meilleure fenêtre disponible sur le déroulement des événements. Selon son récit, la force tatare envoyée pour stopper avancée lituanienne N, n'était pas commandée par une armée D, élite centralisée mongole. Elle était dirigée par 3 seigneurs de guerre régionaux, Abdullah Kutlukbek, Akibey et un commandant connu sous le nom de Démétrius. Ces hommes n'étaient pas incompétents, mais ils restèrent des acteurs locaux. Ils ne disposaient ni des effectifs, ni de la coordination, ni de la structure unifiée d'une expédition complète de la Horde. C'est ici que les chiffres aident à visualiser la scène. La Lituanie alignait entre 20 000 et 25 000 soldats, une force considérable pour le XIVe siècle. Il ne s'agissait pas d'une formation uniforme, mais d'une force combinée flexible, typique de l'Europe de l'Est. La cavalerie des boyards portait des cottes de mailles, des armures des écailles ou du cuir durci, un équipement plus léger que les armures de plate des Europe occidentale, mais suffisamment résistant pour contrer la plupart des flèches. L'infanterie, armée de lances et d'épées, formait le noyau défensif solide et la principale force de combat rapprochée. En soutien, on trouvait des spécialistes du combat à distance, allant des archers à longue portée aux arbalétriers lourds, dont les carreaux pouvaient transpercer les armures lamellaires. L'armée tatare qui leur faisait face comptait entre 10 000 et 20 000 hommes, selon les sources consultées. Leur puissance reposait sur la mobilité, des archers montés, des unités rapides et la capacité de déverser des flèches par vagues successives. En réalité, les 2 camps partageaient un style de guerre similaire. Tous 2 s'appuyaient fortement sur les archers montés, comprenaient la valeur de la vitesse et de la manœuvre, et étaient issus de cultures militaires façonnées par le combat de steppe. Si les 2 armées combattèrent de manière si similaire, qu'est-ce qui a créé l'avantage décisif? Cela nous amène à l'arc composite, l'arme classique des steppes. Cet arc est la raison pour laquelle la cavalerie nomade a dominé l'Asie centrale pendant des siècles. Petit, compact et regorgeant d'une puissance explosive, il était conçu sur mesure pour le tir à cheval. Sa réputation était totalement méritée, et les Tatars en avaient une maîtrise absolue. Leurs armées se déplaçaient avec un mélange de grâce et de vitesse fulgurante, s'appuyant presque entièrement sur leurs arcs, pour livrer ce que on pourrait honnêtement décrire comme une forme médiévale de guerre éclair. Frapper vite, frapper fort et ne jamais cesser de bouger. Il ne s'agissait pas d'un simple bâton de bois avec une corde. L'arc composite était une technologie à part entière.
Il était construit en couches, un cœur en bois, du tendon sur le dos et de la corne sur le ventre. Chaque partie avait une fonction précise. La corne gérait la compression, le tendon la tension, et le bois maintenait l'ensemble. Cette combinaison ingénieuse permettait à un arc relativement court de libérer une quantité incroyable d'énergie, bien plus que n'importe quel arc en bois d'une seule pièce de même taille. Même des choix mineurs, comme le type de bois, la qualité de la corne ou la colle utilisée, pouvaient changer la portée et la vitesse de vol d'une flèche. Les arcs composites étaient des instruments sensibles. L'humidité pouvait drainer jusqu'à 15% de leur puissance, et tirer de manière répétée sans laisser reposer les branches pouvait temporairement priver l'arc de son élasticité. L'air sec et vif des steppes maintenait les arcs tendus et puissants. Mais dans les régions baltes plus humides, la moiteur pouvait ramollir la colle, faire gonfler le tendon et réduire l'efficacité de l'arme. Les recherches modernes suggèrent que les arcs en corne, bois et tendons pleinement développés, sont apparus dès la fin de l'âge du bronze, probablement au Proche-Orient, avant de se répandre rapidement à travers l'Eurasie. Au XIVe siècle, lorsque les Mongols et les Tatars les utilisaient, ces arcs bénéficiaient de siècles de perfectionnement. Les arcs de la Horde d'Or illustraient parfaitement ce raffinement. Ils étaient courts, bien plus courts que les grands arcs européens, ce qui les rendait idéaux pour le tir à cheval. Ils combinaient une forme recourbée, où les branches s'éloignent de l'archet lorsqu'elles ne sont pas tendues, avec une courbure réflexe, où l'arc entier se plie vers l'avant avant que la corde ne soit attachée. Beaucoup possédaient même des chevalets de cordes permettant à celles-ci de glisser proprement hors des extrémités, donnant aux flèches une vitesse supplémentaire. En réduisant l'os ou les plaques supplémentaires sur les extrémités, ils rendaient l'arc plus léger afin qu'il puisse se détendre plus rapidement. Chaque détail, la forme, les matériaux, les petits ajustements, était conçu pour maximiser la portée, la vitesse et la pénétration. Pourquoi cela est-il important? Parce qu'un arc plus court est beaucoup plus facile à manier à cheval, surtout lorsque vous tordez votre corps, galopez à pleine vitesse et tirez dans plusieurs directions. Un grand arc serait un cauchemar total dans ces conditions. Un arc recourbé tatar était parfait. En revanche, les arcs lituaniens ne possédaient pas toujours ces raffinements. Leurs extrémités étaient souvent moins courbées. Beaucoup manquaient de chevalets de corde, et les arcs eux-mêmes pouvaient être plus lourds, ralentissant la flèche. Le résultat était une énergie cinétique moindre, une portée plus courte et une pénétration d'armure plus faible. La puissance de traction faisait également une énorme différence. Les arcs tatars pouvaient atteindre 80 à 140 livres, voire plus, selon l'archer et l'arc. Combinée à une technique de tir au pouce parfaitement entraînée, cette puissance permettait aux guerriers tatars de tirer des flèches capables de menacer sérieusement des troupes légèrement armées, même en galopant à toute allure. Les arcs lituaniens, bien qu'efficaces, étaient souvent un peu en retrait en termes de puissance de traction et d'énergie globale. Par conséquent, leurs flèches ne frappaient pas avec le même impact. Le rythme de bataille des Tatars dépendait entièrement des capacités de leurs arcs. Leur style de combat reposait sur la vitesse et le volume, lançant flèche après flèche en vagues successives, destinées à perturber les formations ennemies, blesser les chevaux et user progressivement le moral. Pour tirer aussi vite, ils utilisaient des flèches plus légères. Ces flèches volaient plus vite et permettaient une cadence de tir plus élevée, mais sacrifiaient la pénétration. C'était un compromis. Plus de flèches dans les airs, plus de touches, mais moins de projectiles capables de percer autre chose qu'une armure légère. Enfin, il y a l'entraînement et la tactique. Les archers à cheval tatars étaient des légendes pour une raison. Ils pouvaient tirer en battant en retraite, exécuter des tirs de côté et coordonner des volées avec plusieurs cavaliers en mouvement constant. Ils entraînaient dès l'enfance et portaient souvent plusieurs arcs, un léger et un lourd, afin d'être toujours prêts, selon la portée ou la puissance requise. La cavalerie lituanienne pouvait avoir le style, mais elle n'avait pas la même profondeur d'entraînement, la même coordination innée ou le même système tactique construit autour de l'archerie à cheval continu. Leurs arcs étaient utilisés différemment, souvent au sein d'une armée mixte, avec des lances, des épées et une infanterie plus lourde. Alors, qu'est-ce que cela signifie sur le champ de bataille? Lorsque les Tatars déchaînèrent leurs flèches, la pression était énorme.
Des centaines de traits perforants à haute vitesse pleuvaient avec une constance terrifiante. Les flèches lituaniennes, bien qu'utiles, ne pouvaient égaler la vitesse, la pénétration ou le volume implacable du tir tatar. Les Tatars faisaient ce qu'ils faisaient habituellement, encercler, tirer, faire chanter leurs arcs. Et pourtant, la ligne ennemie ne rompait pas. Les flèches touchaient, mais elles n'ouvraient pas de brèche. Elles ne faisaient pas tomber les cavaliers de leur monture. Elles n'ébranlaient pas le moral. Ils avaient besoin d'une solution pour combler cet écart. C'est exactement à ce moment qu'une autre arme lituanienne entra discrètement en scène, les arbalètes lourdes. Contrairement aux arcs composites sur lesquels les deux camps s'appuyaient, il ne s'agissait pas ici de vitesse ou de tir rapide. Il s'agissait de puissance brute. L, arbalète lourde, délivrait de L-Kyo énergie, D, une manière capable de transpercer les armures et de neutraliser directement la force et la discipline de l'ennemi. Et cela fit toute la différence. Alors qu'un arc composite dépend entièrement des muscles de l'archer, une arbalète lourde utilise des aides mécaniques ingénieuses, crics, treuils et autres dispositifs de tension, pour dépasser les limites de la force humaine. Ces mécanismes permettaient des puissances de traction supérieures à 1000 livres, un niveau d'énergie tout simplement impossible pour n'importe quel arc. Les reconstructions modernes nous donnent une idée de la puissance de ces armes. Une réplique, avec une traction de 1200 livres, pouvait libérer environ 200 joules d'énergie. En passant à une arbalète plus grande avec un carreau plus lourd, la puissance grimpait à près de 500 joules. C'est et 2 à 3 fois plus d'énergie que ce que même le plus puissant arc composite tatar pouvait délivrer. En termes militaires, CS-SEC est un passage D. Une stratégie basée sur la cadence de tir à une stratégie fondée sur elle. Énergie cinétique pure. Pourquoi cela importe-t-il autant? Tout est une question de pénétration d'armure. Les Tatars ne portaient pas d'armure de plaque comme les chevaliers occidentaux, mais ils utilisaient des protections plus légères, mailles, écailles, cuir, suffisantes pour rendre les flèches à haute vitesse moins létales. Une flèche composite standard pouvait traverser du tissu ou du cuir fin, mais contre de la maille ou une armure matelassée, elle pouvait échouer à causer des dégâts sérieux. Les carreaux d'arbalète lourdes, en revanche, avaient l'énergie nécessaire pour fracasser ces défenses. Les recherches montrent que pour pénétrer la maille et le rembourrage tout en blessant le porteur, il faut environ 170 joules. Cela signifie que même un carreau D arbalète de 200 joules pouvait percer de manière fiable et neutraliser un soldat légèrement armé. L'armure de plaque nécessitait encore plus d'énergie. Pour traverser une plaque d'acier de 3 mm, il faut environ 300 joules. 4 mm nécessitent environ 475 joules. Ainsi, ce lourd carreau de 488 joules pouvait traverser directement même une plaque modérée et pénétrer aisément le fer forgé ou les armures mixtes des Europes de l'Est qui variaient généralement de 2 à 3 mm d'épaisseur. Contre une cavalerie chargeant à pleine vitesse, une telle puissance d'arrêt était dévastatrice. Non seulement elle pouvait blesser gravement le cavalier, mais elle pouvait aussi blesser ou tuer le cheval, paralysant la mobilité sur laquelle les Tatars comptaient si lourdement. Ce n'était pas un accident heureux. Le Grand-Duché de Lituanie avait clairement étudié les limites des tactiques steppiques traditionnelles. Il comprenait que les arcs composites, peu importe leur rapidité, luttaient contre des armures de plus en plus courantes en Europe de l'Est. En déployant des arbalètes lourdes, la Lituanie répondait efficacement à la stratégie tatar de front, transformant un désavantage technologique en un avantage décisif. Il y a un moment auquel les historiens reviennent sans cesse. Enregistré dans les chroniques par Strykovski, Algirdas disposa ses forces en 6 groupes distincts et les positionna en une ligne incurvée en forme de croissant. Imaginez la scène vue d'en haut. Une demi-lune épousant la rive de la rivière. Ce croissant accomplissait 2 choses critiques simultanément. Premièrement, il absorbait les premières volées de flèches. Les groupes du centre se raidissaient, boucliers levés, armures prêtes. Deuxièmement, il bloquait le mouvement favori des Tatars, l'encerclement. Si les Tatars tentaient de contourner les flancs, la courbe les canalisait droit vers la partie la plus forte de la ligne lituanienne. Cela importait, car les armées des steppes prospéraient en frappant de tous les côtés, en érodant les forces adverses sans jamais s'engager dans un combat direct.
Algirdas avait anticipé cela parfaitement et avait construit une formation spécifiquement pour l'arrêter. L'idée était de forcer les Tatars dans une confrontation directe, où leur célèbre mobilité était limitée et où la cavalerie lourde et infanterie armée de lances de la Lituanie, pouvait tenir bon. Puis vint le véritable test. Lorsque la bataille commença, les archers à cheval tatars firent exactement ce que tout le monde attendait. Ils galopèrent vers la ligne lituanienne et commencèrent à décocher des flèches sur les flancs, des tirs rapides à angle faible destinés à percer des trous dans la formation et à semer la panique parmi les hommes. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Les troupes lituaniennes et rutènes ne paniquèrent pas, car leur formation était serrée. Si serrée que certaines sources la décrivent comme suffisamment compacte pour résister à la flexion sous le feu. Les soldats se replièrent derrière leurs boucliers, abaissèrent leurs lances et laissèrent passer le premier orage de flèches. Grâce à cette discipline, leurs pertes restèrent faibles. Au lieu de voir leurs lignes pliées sous la pression, les Lituaniens observèrent le mouvement d'ouverture favori des Tatars échouer à produire le moindre effet significatif. C'est ici que le vent tourna discrètement. La tempête de flèches ne créant pas le chaos habituel, les Tatars furent forcés de faire quelque chose qu'ils évitaient typiquement au début d'entamer une bataille. Ils duraient se rapprocher. Après avoir absorbé l'attaque à longue distance, l'infanterie surgit vers l'avant. Les lanciers lituaniens et rutènes, suivis par les épéistes, poussèrent directement dans la ligne de front tatar. Imaginez le son, les boucliers s'entrechoquant, les hampes de lance craquant, l'acier frappant l'armure. Pour les Tatars, qui comptaient lourdement sur la vitesse et la distance, c'était le genre de combat qu'ils détestaient. C'est à ce moment que les filles de la Lituanie entrèrent dans l'histoire. Leurs unités équipées d'arbalètes lourdes attendaient l'instant où les Tatars seraient assez proches, assez exposés et assez engagés pour ne plus pouvoir esquiver ou se disperser. Lorsque ce moment arriva, les arbalétriers à l'étrier déchaînèrent des volées directes, perforant les armures sur les flancs de la formation tatare. Ce placement était génial pour deux raisons. Premièrement, il maximisait la puissance brute des arbalètes. Elles n'étaient pas assez rapides pour égaler la cadence de tir tatar en terrain découvert, mais dans une frappe focalisée à courte et moyenne portée, elles frappaient avec une force létale. Deuxièmement, il exploitait les propres mouvements des Tatars. Alors que leur cavalerie essayait d'encercler ou de presser les flancs, elle s'exposait directement au feu des arbalètes. À courte portée, ces carreaux traversaient tout droit les armures lamellaires, le cuir, la maille, tout ce que les Tatars portaient. L'effet fut immédiat. Les soldats n'étaient pas simplement blessés, ils tombaient instantanément. Lorsqu'un homme tombe mort, fauché par un mécanisme précis, cela ébranle ceux qui se tiennent à côté de lui d'une manière que les blessures de flèches ordinaires ne peuvent jamais produire. Et cette onde de choc psychologique se répandit rapidement. Les Tatars étaient célèbres pour leur discipline. Ils pouvaient mener de fausses retraites, de vraies retraites, des manœuvres de regroupement, une chorégraphie complexe du champ de bataille qui faisait d'eux des adversaires terrifiants. Normalement, perdre quelques douzaines d'hommes ne les déstabilisait pas. Mais les eaux bleues n'étaient pas une bataille normale pour eux. Ils étaient déjà usés par les guerres civiles internes, la grande tourmente, et beaucoup étaient épuisés, démoralisés ou incertains quant à leur commandant. Ainsi, lorsque leurs flancs furent soudainement frappés par un feu concentré perforant les armures, leur confiance vola en éclats. Les chroniques décrivent ce qui suivit avec une expression rarement utilisée pour des batailles impliquant les Tatars. Une retraite désorganisée. Un effondrement soudain et chaotique. Des hommes tournant leurs chevaux, se dispersant, s'appelant les uns les autres. Certains abandonnant leurs arcs, d'autres essayant d'échapper à la portée des arbalètes. Une fois la rupture amorcée, elle se propagea comme une fissure à travers du verre. Les historiens ont décrit leur perte de la même manière. Ce n'étaient pas quelques unités isolées qui cédaient, mais des groupes entiers effacés du champ de bataille. Des chefs clés furent tués, laissant l'armée sans la direction dont elle avait désespérément besoin. Les chiffres exacts sont difficiles à établir. Les registres du XIVe siècle sont notoirement inconstants. Mais tout ce que nous savons peint une image claire. Ce fut un coup paralysant, qui brisa presque la capacité des Tatars à opérer dans la région.
Si vous avez aimé plonger dans ce choc oublié des empires, appuyez sur le bouton S. Abonnez et rejoignez notre communauté grandissante des amoureux de elle. Histoire. Aimez la vidéo si vous l'avez appréciée et partagez vos pensées dans les commentaires. Quel moment vous a le plus surpris? Ne manquez pas notre prochaine analyse approfondie des batailles, dès demain.